Laurent Gbagbo, s'il avait un sentiment de se venger, il vengerait le peuple guébier. Pour ceux qui ne le savent pas, Laurent Gbagbo est de la région de Gagnoua. Les guébiers sont natifs de Gagnoua. Si Laurent Gbagbo aimait tant l'injustice, s'il aimait tant la vengeance, Laurent Gbagbo aurait dû se venger. Laurent Gbagbo aurait donc mis en prison M. Wassana Kone, qui est parti à Gagnoua, qui allait massacrer le peuple guébier. Laurent Gbagbo ne l'a pas arrêté. Il y a un préfet de Côte d'Ivoire qui a dit à Laurent Gbagbo, qui a fait une déclaration, que le jour que Laurent Gbagbo devient président, lui démissionnera de la fonction publique. Laurent Gbagbo est devenu président. Il a nommé ce préfet-là à de hautes fonctions en Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo. C'est à lui que IB est en train de rendre des hommages. Comme ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La mort de cette jeune dame, cette mère, cette femme au foyer, mariée légalement, à un artiste, elle-même avec ses multiples talents. Quand elle vivait, voilà le préfet Nzipol d'Abus, c'est lui. Merci, mon frère Vedouk. Aujourd'hui, quand vous allumez tous vos écrans, quand vous mettez en marche, quand vous partez voir vos amis, et Mistagro, il faut vérifier, tous vos amis aujourd'hui ont en page Nadia Sambé. Nadia Sambé, la femme d'Arès Chéné, aujourd'hui elle fait la une des journaux, toutes les pages TikTok, Facebook, chacun ici prend la dame là, puis la main. Mais quand tu vas aller fouiller ces personnes qui ont mis cette dame-là, qui sont en train de lui rendre hommage à titre posthume, là, quand tu vas aller, au lieu de rendre des hommages costumes, à titre costume, c'est à titre posthume, eux font. Quand vous allez partir voir là, les vidéos de Nadia Sambé, là, ceux qui l'ont mis aujourd'hui n'ont jamais cliqué là-dessus pour dire j'aime, n'ont jamais partagé pour rire, pour dire cette fille-là a du talent. Mais les bandes d'hypocrites, là, quand vous allez partir les trouver, les patelins, là, les gens qui aiment la foudérie, vous allez les voir aujourd'hui, ils vont dire Nadia, elle était forte, elle était temps. Au moment que Laurent Gbagbo est vivant, il faut le glorifier. Laurent Gbagbo est vivant, il faut lui rendre des hommages. Laurent Gbagbo est vivant, il faut lui rendre des honneurs. Tu n'es pas obligé d'être dans ton quartier, de te cacher. Tu es cadre de ton village, tu es militant du PPACI, tu aimes Gbagbo. Tu peux organiser un petit tournoi dans ton village pour dire ça, c'est hommage à Laurent Gbagbo. Ça, c'est le trophée de Laurent Gbagbo. Tu peux même aller faire exposer les photos de Gbagbo. Comme c'est pour. C'est ce qu'on appelle participer à, comment on appelle, à l'élévation d'une personne. Mais vous attendez toujours que les personnes ne soient plus de ce monde-là pour dire oui, telle personne avait du talent. Non, elle était comme ça. L'Afrique, nous sommes foncièrement méchants. Nous sommes mauvais. L'Africain, il n'a que l'intérêt. Quand il y a un intérêt, l'Africain est là. L'Africain, dans sa généralité, est foncièrement méchant, mais l'Africain est opportuniste. Laurent Gbagbo, donc, le président du Burkina Faso, en train de parler ici, le président du Burkina Faso a fait ce qu'on appelle l'esprit d'escalier. Il a dit, on regrette qu'on nous ait présenté Laurent Gbagbo ainsi. Nous sommes aujourd'hui envahis par un regret. Cet homme-là, c'est lui qu'on nous a présenté comme n'aime pas les étrangers, les Burkinabés et les Maliens sur sa terre. C'est de Laurent Gbagbo qu'on nous a parlé ainsi. C'est lui-là que tous les médias ont sali. Mais en la réalité, c'est fake news. Et donc, c'est le président du Burkina Faso qui prend conscience de l'erreur qu'a commise le monde des médias et les partenaires politiques d'Afrique. Et en particulier ceux de la Côte d'Ivoire, quand Laurent Gbagbo vivait dans cette crise. Quand ils ont attrapé Laurent Gbagbo, comme il le dit ici, qu'au lieu de t'humilier, les médias attendaient ta chute. Ceux qui t'ont humilié, là, qui ont voulu t'humilier, là, ils t'ont encore donné de la valeur. Ils ont fait que ton peuple te chérit encore. Ton peuple encore te voue respect, loyauté, probité.
Il y a des journalistes qui étaient pressés, comme les journalistes de France 24, pour pénétrer. Je parle d'une pénétration, ici pénétration, pour pénétrer là où Laurent Gbagbo était, pour venir le montrer aux yeux du monde que Laurent Gbagbo était tombé comme un moins que rien, que c'était fini pour sa vie. Ils ont même outrepassé les règles de l'intimité. De l'intimité. Alors qu'ici en France, où je vis, tu ne peux même pas apprécier ta collègue ou ton collègue, tu ne peux pas l'apprécier pour dire tu es beau, tu es habillé, ton habit est comme ça. Est-ce que je peux boire en bas de ta chemise? Est-ce que tu peux même pas filmer? En Côte d'Ivoire, ils ont mis des projections sur Yves Simon. Ils l'ont montré comme ça, nu, presque. Ils sont partis montrer Laurent Gbagbo qui a dirigé la Côte d'Ivoire dans un débardeur, un habit. Gbagbo affaibli et puis on le montre comme ça aux yeux du monde. Vous voyez comment le Dieu d'Abraham, d'Israël, le Dieu d'Abraham, Emmanuel Dieu, vous voyez comment il a foudroyé ces deux jeunes qui n'avaient pas connaissance pour dire on ne peut pas vous permettre de filmer Laurent Gbagbo comme ça, sur un lit, sans habit. On va le vêtir devant vous. Sortez, quand on finit de l'habiller, venez allumer vos caméras. Ils n'ont pas pu faire ça. Mais ils ont préféré que Laurent Gbagbo soit ainsi, venir l'habiller dans un semblant d'esprit. Mais tous ceux qui ont touché la chemise qu'ils ont portée à Laurent Gbagbo, on voulait l'humilier, et tous sont passés de l'autre côté de la vie. Laurent Gbagbo, d'humiliation, il a eu une victoire, il a eu un gain de plus. C'est ça la réalité des choses. C'est ça la leçon de la moralité. La morale à tirer dans cette histoire de Laurent Gbagbo, c'est l'humiliation qu'on voulait lui infliger et finalement devenir de l'honneur. C'est devenu quelque chose d'honorable pour lui. Laurent Gbagbo, sans protocole, il est resté seul avec sa famille restreinte. Tous ceux qui gravitaient autour de lui, tous ceux qui gravitaient autour de Laurent Gbagbo, qui avaient le nom, parce qu'ils étaient avec Laurent Gbagbo là, lui ont donné dos. Mais cette humiliation, Laurent Gbagbo l'a vaincu et il est sorti avec honneur. Et au-delà de l'Afrique, il le connaissait, Laurent Gbagbo est devenu un homme interplanétaire. Il n'y a pas de jour, je vous dis, sur 365 jours, en dehors des réseaux sociaux, il n'y a pas de jour où on ne prononce pas le nom de Laurent Gbagbo. Après la Bible qui est vendue, après les prières qu'on fait dimanche là pour dire Dieu Marie là, la seconde personne qui suit dans le monde entier dont on dit le nom en Afrique s'appelle Laurent Gbagbo. Si vous tapez sur Google, demandez l'homme politique le plus influent de l'Afrique, c'est Laurent Gbagbo qui va sortir. Allez faire des recherches. Il n'y a pas un jour où l'algorithme TikTok, Facebook, Twitter, Telegram n'entend pas Laurent Gbagbo. Il n'y a pas un instant où on n'écrit pas Laurent Gbagbo. En telle enseigne que quand même nous, ces militants, qu'on ne parle pas de lui, même les opposants parleront de lui. Qui il est, Laurent Gbagbo? Qui il est? Qui il est? Est-ce que Laurent Gbagbo n'est pas un mystère? Est-ce que ce n'est pas un mythe de la Grèce antique? Est-ce que Laurent Gbagbo n'est pas finalement devenu un mythe? Laurent Gbagbo fait qu'aujourd'hui, on ne parle même pas de Félix Houphouët-Boigny. On ne parle même pas de lui. Monsieur Guépard, tu écris quoi? Il faut écrire en français, parce que tu n'écris pas en français. Monsieur Guépard, ou bien comment ça s'appelle Guépard? Non, tu n'écris pas en français. Je ne parle pas aux incultes. Voilà, quand tu écris en fluent, là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux écrire? C'est pas du français, bloquez-le moi. Parce que je veux pas des incultes sur mon panel. Quand je te parle, j'ai une langue maternelle. En dehors de ma langue maternelle, je m'exprime en langue française que je sais écrire, lire et d'un niveau académique. Donc, je ne peux pas répondre à ton message. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour les mauviettes.
Je ne suis pas là pour les incultes notoires. Quelqu'un qui cherche à dire, là, à la place de le, je ne peux pas parler avec lui. Oui, je ne peux pas parler avec lui. Voilà, je ne peux pas parler avec lui. Voilà. Vous qui parlez comme ça, parce que souvent, quand vous parlez comme ça, et puis nous, on veut parler de votre leader, ah, Soleil, tu ne vas plus venir en Côte d'Ivoire. Oh, Soleil, tu ne vas plus venir faire ça. Tiens, je vais te dire une chose. La personne qui a construit politiquement Alassane Dramane Ouattara, je mets quiconque au défi. La personne qui a construit politiquement Alassane Dramane Ouattara en politique, qui lui a été utile d'un apport indéniable, s'appelle Madame Dominique Rafolo. Comment elle s'appelle la dame là? Je mets quiconque au défi ici. La personne qui a ouvert les portes de la politique et des relations en politique, géopolitique, internationale, la personne qui a fait Alassane Dramane Ouattara s'appelle Madame Dominique. Je mets quiconque au défi de venir dire que ce qu'il dit est faux. Dominique que vous voyez en Côte d'Ivoire, comme vous voulez que souvent vous parle, comme vous êtes des mules, Foloro, Dominique Floro, là, il vous dit. Dominique Floro, là, vous l'avez connu avec Alassane Dramane Ouattara. Ceux qui sont au RDR ne peuvent pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont les érudits au RDR, là, les éminents du RDR, comme on pourrait l'appeler si on était dans un monde les émérites. On dit, ce professeur était un professeur émérite des universités. Les émérites du RDR, là, les Ariel Dagri Dabaté et consorts, là, ne peuvent pas discuter de ce que je suis en train de dire. C'est Madame Dominique Foloro qui, à la mort de Félix Houphouët-Boigny, Félix Houphouët-Boigny agonisant, parce que des années 90-93, Félix Houphouët-Boigny étant affaibli par l'âge, c'est cette dame-là qui a ouvert les portes à Ouattara dans la politique, dans la sous-région, jusqu'à l'international. Je vous mets au défi de venir dire que je mens. Madame Dominique Floro, que vous voyez là, elle était la gestionnaire des biens immobiliers et même mobiliers de Félix Houphouët-Boigny. Elle connaissait où le vieux passait. C'est elle qui a mis Alassane Dramane Ouattara dans les pas de la politique. N'a-t-elle pas guidé Alassane Dramane Ouattara? Dominique Floro, que tu vois en Côte d'Ivoire là, elle a pu guider Alassane Dramane Ouattara. Si on dit une femme qui est dans les pas de son mari là, elle s'appelle Dominique. Les marchés de Côte d'Ivoire, Dominique Foloro, là, son fils, je ne sais pas si on ne t'a pas dit qu'elle n'a pas d'enfant avec Alassane, mais ils n'ont pas d'enfant. C'est un mariage contractuel. C'est un mariage de business. Will to win. C'est ce qui est là, le mariage qui est en Côte d'Ivoire, là, de Dominique Foloro et puis Alassane. Là. Il n'y a pas un amour dedans. C'est un mariage d'arrangement, ce qu'on appelle le mariage contractuel. C'est un mariage basé sur le contrat. C'est un mariage de dupes, c'est juste un mariage blanc. Son fils là, monsieur Alassane, monsieur, comment on appelle, Ahmed Bakayoko, a été DG de Nostalgie en Côte d'Ivoire. Pourquoi de son vivant, la chaîne NCI que tu regardes là, Ahmed Bakayoko pouvait créer la chaîne NCI, pouvait être le propriétaire de NCI. Pourquoi le fils de Dominique Foloro est devenu propriétaire de NCI? Est-ce qu'on t'a expliqué? Les gens du Nord, en Côte d'Ivoire, quand on veut vous donner des cours en politique, vous ne savez pas. Le peuple de Côte d'Ivoire, là, a des caractéristiques. Le peuple de Côte d'Ivoire ne les connaît pas certaines caractéristiques. Le peuple du Nord est majoritairement un peuple qui est investi dans ce qu'on appelle les business, multiplication, dans le commerce, l'investissement. Ça, il faut qu'on le reconnaisse au peuple du Nord. Le peuple du Nord, là, ils sont beaucoup dans ce qu'on appelle le business de commerce. C'est un peuple qui est nanti, en majorité. Eux, ils sont nantis d'abord, mais ils ont appris ça depuis les pays de l'AES, le Mali, le Niger. Donc, c'est un peuple qui aime le business, les affaires. Pourquoi ce peuple-là aime les affaires là? Actuellement, quand on cite là, il y a un monsieur du Nord qui est milliardaire. Mettez son nom à Koné là. Il s'appelle Koné ou bien comment là-bas? Koné de Songui. C'est un multimilliardaire. Il est du Nord. Il y a encore d'autres milliardaires au Nord. Pourquoi n'ont-ils pas pris la filière café-cacao devant le fils
de Dominique Ouattara, tu veux qu'il te dise, connaît de son Guy là, il a envie d'investir dans le cacao, cacao là, il a envie d'investir dans la filière. Il ne peut pas brancher devant le fils d'Alassane pour dire qu'il va investir parce que c'est la femme d'Alassane là. Elle gère des plateformes en Côte d'Ivoire, des secteurs où on ne peut pas investir, où tes parents du Nord ne peuvent pas venir investir. C'est elle qui dirige. Dans certaines affaires, elle est influente. Les maisons qui sortent dans Abidjan, là, les maisons que tu vois là, toi tu dis non, Baboul, sa femme le dirige là. La maison qui sort à Abidjan, là, les gens du Nord, là, ils aiment construire des maisons. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les marchés immobiliers, les projets de construction, là, ça appartient à Dominique. On ne t'a pas encore dit ça, ou bien je te dis encore d'autres choses. Je te dis encore beaucoup de choses. Tu veux qu'on parle? Quand vous quittez là-bas, non, tant. Et puis la majorité de ceux qui aiment dire Babou est dirigé par sa femme là, c'est les enfants même qui n'ont pas connu l'amour paternel. C'est eux qui ont connu l'amour maternel parce que vos parents sont... En tout cas, vous n'avez pas vu vos mamans à côté de vos parents bénéficier d'amour parce que vous êtes issus des mariages polygamiques. Dans les mariages polygamiques, là, vos parents n'ont pas d'infinité ou d'affinité avec vos mères. Dans les mariages polygamiques, c'est comme ça. Donc, vous ne connaissez même pas la place d'une femme dans un couple. Chez vous, là, quand peut-être la porte de ta maman s'ouvrait le soir, c'est que ton père était là pour satisfaire la libido de ta mère. Sinon, dans les mariages monogamiques, là, l'homme est disponible pour sa femme. Quand il veut parler, il la consulte. Mais ton papa, il ne pouvait pas consulter ta mère parce qu'il avait près de 6 femmes. Donc, il ne savait pas quelle femme avec qui il était temps. Donc, vous ne pouvez pas connaître le rôle d'une femme dans un couple. Quand on est issu du mariage polygamique, on ne connaît pas le rôle, les liens que peut tisser une femme avec son mari. Vous êtes tous issus des mariages polygamiques. Vous êtes plus attachés à votre mère parce que votre père n'avait pas de place autour de votre mère. Vous voulez qu'on vous explique ces coups-là? Vous n'avez jamais vu de discussion entre papa et puis femme. Pour dire oui, demain, il y a ton frère qui va passer ici, il va passer un concours, est-ce qu'on peut lui donner 100 000 francs? Mais votre papa était obligé d'aller dans les cours familiales, en direct, maison de femmes ghanéennes de Makori, là, entrer coucher ici, comment on appelle, Mawa, entrer coucher ici chez Fantou, entrer coucher ici chez Mariama, entrer coucher ici chez, comment on appelle, Guinébou. Donc, votre père, là, lui, il avait qu'un rôle de jouissance. Le mariage, pour lui, c'était un mariage de jouissance, de libido, mais il n'y avait pas un mariage en tant que homme et puis femme vont parler. Le jour que ton père dit, va parler à ta maman, c'est à la présence de toutes les femmes. On va parler de toi, c'est tout. Donc, vous ne pouvez pas connaître ce rôle-là. Vous voulez qu'on vous parle de ça? Vous voulez qu'on parle de ça? Vous pensez que moi, il ne vous connaît pas? Moi, il vous connaît. Il vous connaît. Il connaît vos pratiques. Il vous connaît. Vous voulez qu'on parle de ça? Quand moi, il parle, ça fait mal. Hein? Ah, vous savez ça, vous. Quand Soleil parle, là, ça fait très mal. Il nous reste encore 30 minutes et 20 minutes pour faire 1 heure de temps. Parce que maintenant, il fait les lives de 1 heure et puis j'ai coupé. C'est qui a voulu monter sur mon live là? Quand on vous parle là, vous voulez pas écouter. Après, c'est pour dire non, tu nous parles mal. On te parle de la vie de Laurent Gbagbo, toi, tu veux me parler de sa femme. Et puis, quelle est cette pathologie africaine même, la pathologie africaine? La pathologie africaine où les réalités africaines sont souvent mitigées. En Afrique, on ne meurt jamais sans que le sorcier du village ne soit accusé. Dites-moi que je mens, Madame Léa Boli. En Afrique, quand quelqu'un meurt, c'est le voisin, c'est la vieille du village. Il n'y a jamais de mort naturel. En Afrique, dès que tu t'attends à ta femme, elle te commande, elle t'a envoûté. Non, pourquoi il dit tout d'abord sa femme et puis non, c'est sa femme, non. Lui, là, quand il arrive chez lui, là, il aime demander à sa femme tout et tout. Sa femme l'a envoûté, sa femme l'a envoûté. En Afrique, c'est comme ça. Hein. Dès que tu dis non, sa femme l'a envoûté. Non, sa femme l'a envoûté. Non, sa femme l'a envoûté. Votre pathologie, même sur Laurent Gbagbo, là, votre mal, c'est que vous vivez foncièrement comme mal. Et votre incongruité totale, l'incohérence dans vos dits. Hier, Laurent Gbagbo était dirigé par Simone.
Laurent Gbagbo était dirigé par Simone. Non, 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 non. Laurent Gbagbo, là, il voulait démissionner. C'est Simone qui l'a attrapé. Elle a fait asseoir. Elle a giflé. Elle a dit, si tu quittes, il va te tuer. Quand il a vu la rébellion, c'est Simone qui voulait que Gbagbo ne quitte pas. Gbagbo ne veut pas que Simone parte à la réunion. Simone est là. C'est une femme qui est comme garçon. Elle commande son mari. Gbagbo est parti avec Nadi Bamba. C'est Nadi Bamba qui commande Gbagbo encore. Vous-même, vous voulez quoi finalement? Vous ne voyez pas que c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, c'est un peu folklorique. C'est comme vous tapez un tambour que vous ne savez même pas comment il faut agacer les sons. C'est bizarre. C'est bizarre, non? Est-ce que c'est pas un peu, c'est pas une conception bizarroïde du noir? Oui, en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un met au village, oh, le monsieur là, c'était un grand cadre. On ne connaît même pas son bilan de santé. Oh, c'est la vieille là qui l'a tué. Ah, oh, qu'est-ce que c'est la vieille là qui l'a tué. Il n'y a jamais mort. Si tout à l'heure tu deviens riche, oh, Soleil là, on le connaît, il est devenu riche là parce que vous voyez, Soleil là, hier il était maigre, il est devenu gros. Oh, lui là même, c'est mari de ses femmes de blanc. Oh, il est devenu riche. Oh, il a tué même, il ne fait pas d'enfants. Donc là même, il a tué les enfants qui sont dans son ventre là, il est devenu riche. C'est comme ça la conception d'Africain. Il ne te demandera jamais ton secret. Mais il va venir te dire que tant. Si tu t'attends à ta femme, et puis lui il frappe sa femme là, il ne va pas venir te demander comment ta femme et toi vous vivez. Et puis il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de divorce, vous êtes toujours ensemble. Mais il va dire que oh, lui là, il ne parle pas. Sa femme là, elle allait laver sa partie intime. Et puis elle a expliqué à ma femme, c'est ça, elle a mis dans la sauce. Depuis qu'il a mangé là, il ne parle pas. Même sa femme là, elle vient à la maison, elle est comme ça, il ne parle pas. Aujourd'hui, hier, c'était Simone. Aujourd'hui, c'est Nadi Bamba. Moi, je ne rentre pas dans ça. Ça, là, je ne rentre pas dedans. Ce débat-là, c'est un débat de quartier. Ceux qui peuvent parler de ça, c'est les gens qui sont passés sur l'eau pour venir en France. Là. Ceux qui aiment toujours dire Gbagbo, sa femme, Gbagbo, ça, c'est la majorité des gens qui n'ont jamais étudié, qui n'ont pas été à l'école. C'est des gens qui ont eu des diplômes trichés. Parce que quand tu prends ton bic et tu écris des mémoires, des thèses, tu réfléchis, tu es parti à l'école, il y a des sujets, même quand on dit d'aborder, tu n'abordes pas. Parce que toi-même, ça te rend petit. Tous ceux qui parlent de Gbagbo femme là, Nadi Bamba, Gbagbo Simone, Tatana, Gbagbo est comme ça là. La majorité des femmes là, ces mecs qui parlent de ça sur Internet là, en Europe ici, elles sont seules. Souvent, elles sont seules. Et quand tu vois, il y a l'inculture totale politique. Politique là, on ne parle pas de femmes, de sexe. En politique, quand on parle de femmes ou de sexe, c'est que c'est dans le cadre de violence conjugale ou de quelqu'un qui a VOL. On peut dire celui-là, il a un passé mitigé. Il a un passé flou. Il aurait VOL d'une femme. Et puis ça rentre en politique, on dit oui. On dit celui-là, il est pédo, il mougue les enfants. Donc, on ne peut pas le voir en politique, c'est le sujet. Mais on ne va jamais dire un sujet ici tant. En France, ici où je vis, là, on dirait François Mitterrand. Il a un château dans le Finistère de sa maîtresse. Le président François Hollande, il fut le président célibataire de la France. Est-ce que vous savez ça? Mais est-ce que vous avez déjà vu un Français sur un plateau télé pour venir vous dire que François Hollande était célibataire, que Ségolène Royal avait divorcé d'avec lui? Est-ce que vous avez déjà vu François Hollande à une visite officielle avec une femme quand il était président de la France? Vous avez déjà vu les Français l'attaquer? Il fut le président de, je vous donne ce soir une information, de la 5e République en France. Sans femme. Il y en a même qui ne savent pas, qui sont en France ici. François Hollande était le président célibataire de la France. Mais dans les débats télévisés en France ici, ils ne sont jamais assis pour dire un président qui n'a pas de femmes, un président qui n'a pas de femmes, un président qui n'a pas de femmes. Est-ce qu'il peut diriger la France? Non, il ne regarde pas ça. Ici même là, ceux qui disent même que la femme de Macron est Woubi là, il y a des gens qui ne disent même pas ça. Les politiques ne l'attaquent même pas. Ils n'ont jamais vu Macron pour dire toi ta femme là, elle est Woubi. Les Français s'intéressent
aux questions les plus essentielles. Chômage, sécurité sociale, augmentation des, comment on appelle, l'inflation des prix, denrées alimentaires, les politiques sociales, l'âge à la retraite, le droit de l'homme, les fémicides. C'est ce que vous allez voir, les Blancs vont parler de ça. Oui, il y a des fémicides. Oui, il y a des dérives policières. Il y a la criminalité dans les bas quartiers, la sécurisation de la France, la priorité de l'immigration. C'est les débats politiques qui sont là. Mais quand tu arrives en Côte d'Ivoire, c'est là que tu vas voir des gens qui ont des mandibules, qui ont des mâchoires écrasées, volumineux, qui vont venir te dire, des mâchoires volumineuses, ils vont venir dire, ouais, Laurent Gbagbo là, il a telle femme. Moi, je connais sa femme. Oh, Gbagbo a fait comme ça à sa femme. C'est petit. Et puis, tu vois ces gens, des femmes qui parlent de ça, elles ont semé le riz. Elles ont risqué leur vie à passer sur l'eau. Elles ont rallié Tunisie, Lampedusa. Elles sont arrivées en France ici. Maintenant, elles voient la France. Quand elles vont à la fin du mois à prendre leur salaire de auxiliaire de vie, après avoir essuyé les caca des blancs là, elles vont maintenant les selles des blancs là, nettoyer les vieilles femmes là. Quand on leur donne les 1500 € là, ouh, il y a 1 million. Gbagbo même, il touchait combien? Gbagbo même, on a dit, bon, même, il ne touche pas 1 million comme moi. Simone même ne touche pas. Oh, il y a 1 million. Quand le soir, elle est arrivée maintenant là, elle a Internet de 10 € là, elle met sa caméra. Gbagbo même, tant. Moi, je suis en France ici. Gbagbo même, sa femme. Elles n'ont même pas fait école. Rien de leur tête. Leurs analyses, c'est analyse de quartier. C'est dit, c'est Anoumangbre, oh, Anoumangbre. Zakapo, Anoumangbre. As-tu dit Batia, oh, Batia ça. C'est là-bas, là, les sujets là sont intéressants. C'est là. Anoumangbre. Zakapo, Anoumangbre. Abara, tu dis nous, Anoumangbre. As-tu dit Batia, oh, Batia ça. Ça, c'est le maçon du soir. C'est les bérets, ça, là, du quartier. Quand on attaque un homme, on l'attaque sur des choses essentielles. Le physique n'importe pas aujourd'hui. Voyez Emma l'Ouest. Si le physique est important aujourd'hui, voyez maman Aïcha Kone. Aïcha Kone au village, on nous disait Aïcha Kone, gros nez, atiti takataka, et puis on jouait. Mais Aïcha Kone aujourd'hui a le nez le plus raffiné du monde. Comment on appelle? Ma bio, elle avait un gros ventre. Aujourd'hui, elle a un petit ventre. Elle a les fesses comme ça, pougnard. Et Dossi Yao, elle a les fesses, ça descend matin, comme au soleil, le soleil au zénith, et puis le soir au crépuscule. C'est Dossi Yao là, ses fesses montent, ça descend. Ça dépend des heures. Vous voyez, et comment on appelle la dame, Matidoula, elle est claire, elle était noire en 2002. Aujourd'hui, Matidoula est devenue blanche. Est-ce que c'est des sujets, on doit venir parler de ça? C'est des trucs du quartier de grains. Vous voyez, Emma l'Ouest, de Daguina, elle est devenue poisson, et poisson, comment on appelle? Aquamana. C'est de ça qu'on va partir parler. Emma l'Ouest, et comment on appelle? La petite soeur de l'autre là. T'as dit son nom là tout à l'heure. Comment on appelle la fille là? La soeur de Makoso là. Avant, elle était comme la bouteille de Kengus là. Elle était renversée comme une bouteille de Kengus. Aujourd'hui, quand tu la vois, elle n'est plus comme bouteille de Kengus. Elle a une forme arrondie. Elle s'est arrangée. Donc, en politique, on ne peut pas venir attaquer le physique de quelqu'un. Le physique aujourd'hui, c'est comme garçon, il naît aujourd'hui, garçon. Comme tata yaka yaka. Il y a garçon aujourd'hui où tanti essaie. Il y a garçon aujourd'hui, de même un garçon là, quand tu le vois, il a sein. Il peut danser. Donc, ça là, ce n'est pas les attaques qu'on doit faire. On dit Soleil, tu suis Laurent Gbagbo, pourquoi? Il dit, moi, je suis Laurent Gbagbo parce que c'est quelqu'un qui est résilient. Et donc, quand moi, je suis au quartier, quand on me dit la résilience, est-ce que tu peux expliquer à un enfant ce qu'on appelle une résilience? Je vais expliquer. On dit, tu aimes Laurent Gbagbo, pourquoi? Il dit, Laurent Gbagbo, il a un parcours politique qui, pour moi, m'inspire. On dit, quel est le parcours qui t'inspire? Il dit, ah,
Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, quand on dit le procureur ou le concepteur, comme par exemple on dit la poussée d'Achmed, la loi Curie, Marie Curie, ceux qui ont fait les études vont savoir de quoi ils parlent, la loi de Newton, et la loi de Thalès, la loi de Pythagore. Et quand vous partez en philosophie, on te parlera de Hegel, Karl Marx. Quand vous partez en droit, on te parlera de Montaigne, Montesquieu. On te parlera de cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on vient en Côte d'Ivoire, quand on veut faire une thèse ou un mémoire ou une recherche sur la démocratie ou le multipartisme, on citera en ligne de mire Monsieur Laurent Gbagbo, leader de la gauche, leader de l'opposition ivoirienne des années 90, était le porte-flambeau, le héros de cette lutte de la démocratie, le multipartisme en Côte d'Ivoire. C'est un point marquant. C'est la genèse. Quand on dit la genèse, pour ceux qui sont bibliques, qui sont chrétiens, catholiques ou évangélistes, ils savent ce qu'on appelle une genèse. La genèse dans la Bible. Donc Laurent Gbagbo est la genèse, l'émanation du multipartisme qui est donc naissance de la démocratie. Multipartisme. Donc il dit pluralité d'opinion, divergence d'opinion dans le débat politique. L'une des figures de proue s'appelle M. Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi moi je l'aime. Lui qui a écrit Sundiata, il a fait des œuvres. Ça c'est Laurent Gbagbo. Donc de lui, il n'est plus l'idéologie, ou il ne définit pas l'idéologie, mais dans cette conception, Laurent Gbagbo devient le socle de la démocratie en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je le suis. Et après ça, il peut dire, mais quand on dit quelqu'un de gauche, c'est celui-là même qui lutte contre les inégalités sociales. Et je dirais, comment je le prends pour modèle? Laurent Gbagbo est issu d'une famille presque prolétaire. Par respect, on dirait une famille moderne, intermédiaire dans les classes intermédiaires entre le prolétariat et les classes modernes. Laurent Gbagbo est la classe intermédiaire, c'est-à-dire celui qui est, sa famille est parvenu à manger peut-être une fois dans une journée pour aller dormir. Laurent Gbagbo faisait partie de cela. D'une mère ménagère et d'un père ex-policier parce qu'il avait fait la guerre. Donc Laurent Gbagbo ne vient pas d'une bourgeoisie. Donc la preuve, la traçabilité, les traces que Laurent Gbagbo donne, il donne un espoir à tout un jeune qui est né à Koukouradumi, à Beoumi, à Krenjambo, à Nzegrezessou, qui est né à Tumodi, à Bediala, que même si ta mère est ménagère et que ton père est ouvrier, parce que dans les inégalités, la droite et dans la gauche, nous voulons l'école démocratique, assez à l'école pour tous, pauvres ou riches, tout le monde a le droit d'aller à l'école. Voilà pourquoi moi je suis Laurent Gbagbo. Parce que moi-même je suis fils de pauvre. Je suis fils de pauvre. Mère ne savait même pas lire. Père qui savait lire un peu, qui a fait le CM1 ou CE2 d'enfant, des écoles d'enfants. Hein? Quelqu'un qui a fait CM2 ou CE2 d'enfant, c'est un intellectuel enfant. Je suis leur enfant. Donc, au lieu de tomber dans la déviance ou dans la marginalité juvénile, j'ai choisi comme modèle de Laurent Gbagbo en partant à l'école en disant j'ai espoir et j'ai foi qu'un jour, j'aurai au moins le bac, la licence, le master, la thèse pour être comme Gbagbo, sans prendre de fusil. Donc c'est un modèle, c'est source d'inspiration. Voilà pourquoi je suis Laurent Gbagbo. Est-ce que ce n'est pas des éléments qui corroborent ma position? Est-ce que ces éléments ne sont pas factuels?
Est-ce que ce ne sont pas des éléments qui sont solides, probants, visibles? Et puis c'est tracé. Que dis-je? On pourrait même citer, à l'époque, Magie Système, on dit Laurent Gbagbo, enfant de pauvres, aujourd'hui au président de la République, Guinamo. On nous disait ça dans Guinamo, mais je n'ai jamais entendu. Chérif Ousmane, enfant de pauvres, aujourd'hui général de l'armée, Guinamo. Non, parce que ce n'est pas un modèle. Ce ne sont pas des modèles. C'est ce qu'on nous apprenait sur les bancs. Quand nous on était au CM2, on nous a dit l'éducation est plurielle, elle est multiforme. Et avant de dire, vous dites ça, l'éducation est pluriforme, elle est multiforme, l'éducation. Dans même sa genèse ou dans sa classification de l'éducation, il y a ce qu'on appelle la socialisation primaire. Avec nos us et coutumes, éducation primaire, la socialisation, rôle fondamental aux parents, qui est confié aux parents. Là-bas, le soir, l'État ne regarde pas pour dire qu'est-ce que tu as fait à ton enfant. Pourquoi tu lui as parlé en baoulé? Pourquoi tu lui as dit chez les baoulés, on respecte le papa, chez les agnis, on respecte la main. C'est dans l'éducation primaire, socialisation primaire, qu'on lègue nos traditions, nos terroirs à nos enfants. C'est dans ça. C'est le socle, la base de tout. Et maintenant, comme on est dans une société qui prône des règles, des valeurs, et donc le modèle de l'éducation s'inspire aussi de l'éducation primaire, la socialisation primaire. Ne pas voler. Il n'y a pas quelqu'un, un parent qui dit à son enfant, il faut voler. On dit voler, c'est interdit. Donc, pour que l'État donne de la valeur à nos connaissances, l'État allait prendre ce qu'on appelle une éducation classique, l'éducation institutionnelle, l'instruction. On nous instruit. On va à l'école, comme ce que nos parents ont dit, c'est dans nos langues, c'est nos us et coutumes. Nos parents vont venir nous apprendre maintenant l'instruction démocratique. On va faire Baoulé, Agni, Bété, Moussi, Gula. On nous met ensemble dans une classe. Et puis on dit, voici la règle de l'éducation que l'État donne. Ne volez pas, ne trichez pas. Oui, mon papa m'a dit ça à la maison. Sinon, c'est une valeur qui est associée à l'instruction étatique. Voici l'éducation, la deuxième partie. Et la troisième maintenant, c'est cette éducation où on dit, j'ai appris moi-même sur le tard. Et dans le tard, ce sont les masses médias. Et des masses médias, on retrouve les modèles. Oui, moi je suis Gonbri dans le quartier, moi je suis Gon Pololo, Azaï. L'enfant, il finit de lui donner tout, il va à l'école, mais dans l'espace sociologique de jouissance, où tu ne peux pas contrôler son calendrier de l'école, où tu ne peux pas contrôler à quelle heure il vient à la maison. Donc, entre la maison et l'école, ce qu'on appelle l'espace sociologique de la jouissance de l'enfant, de sa formation lui-même. Il prend tes valeurs que tu lui as données à l'école et à la maison, les valeurs de l'école, et maintenant il vient trouver dans un milieu où des gens avec qui il va partager certaines choses en commun. Il va se cacher pour fumer, poupounapou. Il va se cacher pour aller dormir à l'hôtel pour dire mon enfant est perdu pendant 10 jours. Oh, mon enfant est perdu, il était dans une maison. Ça, c'est l'influence du milieu ambiant qu'on appelle la jouissance de l'appropriation de l'espace sociologique que l'enfant lui-même il modélise. Et donc, dans ce ça, l'enfant a un téléphone. Il va regarder maman bio pour dire il va grossir mes fesses. Il modélise donc maman bio. Il dit je vais devenir comme le général Ousmane et Chérif Keïta et Chérif Ousmane. Moi, je vais prendre les armes un jour à Gagnoua et puis je vais tuer les gens et puis finir moi, je vais devenir général. L'enfant va modéliser ainsi. Ça fait partie. Donc, souvent, l'État et les familles vont se concilier pour exercer ne serait que ce qu'on appelle un contrôle parental. Par exemple, vous regardez avec vos enfants pour ne pas qu'il y ait ce genre d'images. Il y a des films qui sont interdits à moins de 12 ans. Votre enfant a 8 ans, il ne peut pas regarder ça. C'est que les blancs font. Il y a des sites pornographiques.
comme le Locanto en Côte d'Ivoire, les maisons où vos enfants peuvent aller louer. Donc tu as son téléphone, tu mets un contrôle parental. Ton enfant est quelque part, même il était le téléphone, tu peux le géolocaliser pour le retrouver. Pour qu'il échappe à tout ce qui est plus mauvais dans l'espace sociologique auquel il s'approprie. Mais il y a des enfants, ne vous inquiétez pas. Même dans cet espace de jouissance, ils y arrivent quand même à poser certaines barrières. Ce que tu es en train de me dire de fumer la drogue là, si je fume, mon papa va parler. C'est pas dans mes mœurs. Ah, tu dis on va aller dormir à l'hôtel. Mon papa dit de ne pas aller dormir là-bas. Si je vais là-bas, c'est que j'ai tué ma famille. C'est porter déshonneur à ma famille. Donc c'est dans ça que nous autres, on allait regarder pour dire, la famille de Laurent Gbagbo, c'était une famille pauvre. Moi, je suis d'une famille pauvre. Je garde ça comme un acquis, comme une valeur, comme une plus-value. Je garde ça comme une plus-value. Et puis, tu apprends à l'école. Tu dis, comme Laurent Gbagbo, il était enfant de pauvre. Il a eu sa thèse. Moi, j'ai envie d'avoir ma thèse. Et puis maintenant, tu viens au milieu. Tu trouves tes amis à qui tu joues au football. Il dit non, quand on va finir de jouer, allons chez Mamouni et on va les voler. Tu dis, mon père est pauvre. Laurent Gbagbo, son père est pauvre. Il allait à l'école, il a eu bac. Je suis encore terminé, il n'a pas encore eu mon bac. Mon gars, moi je prends mes clics et claques, je m'en vais à la maison pour réviser. Ça, c'est la bonne trajectoire, le modèle qu'on veut dans nos sociétés. C'est ça Laurent Gbagbo est. Et raison pour laquelle on le suit. Contrairement ou, je ne dirais même pas contrairement parce que ce n'est pas du français soutenu. En revanche, pour notre gars qui sont de l'autre côté de la rive, ils adulent, ils adubent, ils vénèrent. Ils sont en train de vénérer des gens à qui ils ont légué des partis politiques. Ils ont légué des partis politiques. Eux, on leur a légué des partis politiques. Or, nous savons bien, quelles que soient nos sociétés ou les sociétés, il y a des biens qu'on nous a légués qui nous sont chers. A contrario, il y a d'autres biens qui n'ont pas de valeur devant nous. Je donne tout à l'heure mes lunettes à mon frère au village, il ne connaît pas la valeur des lunettes. Si il lui dit c'est près de 600 €, il va dire 600 € même c'est quoi? Il va prendre et puis il va déposer ça quelque part. Et puis le soir tu lui dis autant. Et puis quand tu arrives au village, tu as une chaussure et qui te coûte 200 €, 300 €, 400 €, 600 €, 1000 €. Le gars dit c'est ça moi je veux. Tu lui dis mais je ne peux pas te donner ça, ça a une valeur. Lui il s'en fout, il dit qu'est-ce qu'il veut, il ne veut pas. Donc il y a des gens comme ça à qui ils ont donné soit le PDCI, ou il y a des gens comme ça qui ont hérité le PDCI, ou il y a des gens comme ça qui ont hérité le RDR, devenu aujourd'hui RADP. Mais ils ont dénaturé, surtout le RDR, ils ont dénaturé les bases fondamentales du RDR. Guéni Kobena, je ne suis pas le RDR, je vous donne les raisons pourquoi je ne suis pas au RDR. Parce que Guéni Kobena n'est pas nordiste. Le père fondateur du RDR, le RDR qui est né dans le multipartisme, donc il devait faire son sacerdoce, la démocratie comme ce qui est leur cher. Mais aujourd'hui, un parti qui est né dans la démocratie, dans le multipartisme, a perdu son essence, et est devenu RADP qui tend vers l'idéologie primaire. Je vous dis, l'idéologie primaire. Le RADP est l'idéologie primaire du PDCI RDA, le parti unique. Et il n'y a pas de journaliste qui va discuter avec moi. En fait, le sigle ou les lettres que vous trouvez dans le RADP, quand vous faites donc une soustraction, vous trouvez que dans la conception du président du RADP, Alassane Ouattara, c'est de ramener la Côte d'Ivoire à l'idéologie primaire du PDCI RDA. Fait tout pour qu'il y ait une sorte de parti unique en Côte d'Ivoire. Et ils sont en train d'aboutir à ça. Ils avalent, ils rafalent tout pour que l'idéologie revienne à l'idéologie primaire. Je n'ai pas dit premier, je dis primaire.
Quand on parle d'une chose primaire, vous comprendrez des choses. On a des produits primaires en Côte d'Ivoire. Ce sont des produits ou bien semi-finis, mais primaires. C'est-à-dire, ce qui était la base du PDCI RDA, c'était un parti qui s'est vu au-delà des confins de la Côte d'Ivoire. Donc, eux, ils avaient pour l'idée de rester un parti ad vitam aeternam au pouvoir et d'être un parti unique. C'est ça que Alassane Dramane Ouattara a trouvé comme substance pour que le RADP existe. Donc, il a dénaturé, il s'est défait du RDR, qui est né lui-même dans une souffrance du parti unique, de non-démocratie. Donc, pour que les gens du RDR puissent s'exprimer, ils ont retrouvé Laurent Gbagbo sur le même chemin pour que le RDR éclore, pour rentrer dans le canevas des partis qui vont lutter pour la démocratie et le multipartisme en Côte d'Ivoire. La pluralité des opinions, la divergence des positions politiques. Alassane dit, comme j'ai hérité, je ne connais pas la valeur de l'héritage, je ne sais pas ce qui était textes fondamentaux, les articles fondamentaux chers au RDR. Mais moi, Alassane, je vais ajouter mon grain de sel, disparition, c'est-à-dire tabula la rasa. Ce qu'on appelle la théorie de tabula la rasa. C'est-à-dire, dans la théorie de tabula la rasa, ton père te donne l'héritage. Au lieu de conserver l'héritage de ton père, comme tu es devenu milliardaire ou tu as joué au locanto ou au loto gagné, tu as eu 10 milliards. Donc, au lieu que l'esprit de ton père et que ça reste intact, l'héritage, tu demandes à l'architecte le plus célèbre du monde, fais-moi la tabula la rasa. Ça dit, même les pierres où mon père m'a conçu, la chambre où on m'a conçu, mon père n'est plus là où il y avait ses tout, son esprit, il faut me raser tout ça. Viens me construire une nouvelle maison. Ce qu'on appelle la théorie de tabula la rasa. Alassane a fait la théorie de tabula la rasa du RDR. Il a soustrait, il a enlevé, il a pris que le RDR, il a fait disparaître le RDR pour aller créer un RADP parti unique. Donc, je ne peux jamais, et même dans mon sommet le plus profond, jusqu'à ce que mon s'en suive, je ne pourrai jamais adhérer au RDR. Parce que adhérer au RDR, c'est encore les luttes. Après que les Laurent Gbagbo sont entrés partis, ils sont entrés vieillis, ils deviennent des bibliothèques, ils deviennent des esprits. C'est que demain encore, nous ayons encore de nouveaux Laurent Gbagbo pour lutter pour que le RDR ou RADP permette aux Ivoiriens de créer encore de nouveaux partis politiques pour qu'il y ait encore la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de démocratie. Quand nous sommes dans un parti unique, il n'y a plus de démocratie. Et je sais qu'il n'y a personne ici qui soit étranger à Mehdi. Je n'ai pas connu l'époque d'Houphouët-Boigny. Oui, c'est vrai que je le dise. Je n'ai pas connu sa gouvernance. Mais comme on dit en Afrique, il y a une sorte de tradition orale. Quand je parlais tout à l'heure d'un pan premier, ou du premier pan de mon analyse sur l'éducation. L'éducation en Afrique, qu'on appelle la socialisation primaire, nos pères nous ont donné des choses par une tradition orale. Ne mange pas le sanglier, c'est ton totem. Tu le diras aussi à tes enfants demain. C'est la tradition orale. Il n'y a pas d'écriture. Nos pères nous disaient, et par exemple, on nous disait au village, que par exemple, nous dans nos familles, on ne sort pas avec telle famille. C'est une famille alliée. C'est une tradition qui doit demeurer. Il n'y avait pas de géomètre, et puis tu arrives au champ avec ton papa, et puis tu te dis, tu vois le palmier qui est arrêté là-bas, jusqu'à l'autre bois qui est tombé là, c'est nos terres. 1000 ans, si je ne suis pas là, dans cette tradition orale, mon enfant sera héritier jusqu'à ce que ses petits-enfants viennent. Donc c'est une tradition orale. Nous sommes dans ce qu'on appelle tradition orale. Donc, je ne pourrai jamais, moi, me permettre d'aller faire ça. Parce que dans la tradition, que je voulais vous revenir sur un élément où nos parents nous ont dit ce qu'ils ont subi ou vécu au temps du PDCI RDA, c'était plus que Houphouët-Boigny avait donc
aboli l'esclavage. Mais au temps du PDCI, RDA, c'était une forme d'esclavage moderne. Oui, dans le parti unique, c'était une autre forme d'esclavage moderne. Oui. Parce que pour ceux qui ont fait les cours de l'esclavage, on dit on payait les tasses. On payait une tasse, non? Mettez en commentaire. Réagissez pour que le live soit un peu interactif, il soit chic. C'est votre motivation. Quand vous tapez ça qui me donne plus de pouvoir à développer. Je ne l'ai pas écrit, hein, mais je parle par votre inspiration. Quand vous devenez 100, 200, quand vous tapez, ça m'inspire. Mais nos parents nous ont dit que Houphouët-Boigny, il vouait respect à Houphouët parce que Houphouët enlevait la chicotte sur leur dos. Mais moi, mon père me disait, mais mon fils, ils avaient enlevé la chicotte sur nos dos, mais avec le parti unique, mais on avait plus peur. C'était comme le blanc. Il dit, même au village, comme ce que les jeunes ont fait, et puis ils ont dit, le dernier de la maman d'Alassane Dramane Ouattara, on dit, cherchez les 1 million pour les rattraper. Il dit, c'était pareil. Il dit, au temps de Félix Houphouët-Boigny, tu ne peux pas t'arrêter au milieu du village pour dire, Houphouët-Boigny, Ndangere. Tu ne peux pas dire ça. Ce que Denis Bakeko dit là, mon papa dit, tu ne peux même pas t'arrêter au milieu du village. Il n'y a même pas de caméra, il n'y a pas de téléphone. Hein. Mais il dit, tu ne peux pas te permettre pour dire, Houphouët-Boigny est comme ça. Mon père dit, il dit, papa, il dit, mon fils, tu ne peux même pas te permettre, même pour aller chez ton ami. Merci, ma soeur, merci beaucoup. Il dit, tu ne peux même pas te permettre pour te cacher sur ton collègue, un ami à toi pour dire, Houphouët-Boigny, il est comme ça. Hein. Mon père dit, c'était comme le mur. Il dit, c'est à l'époque, on dit, le mur a des oreilles. Il dit, papa, c'est ça. Il dit, mon fils, tu peux même pas te parler, même aller à Gagnoa, même aller à Divo, Lakota, tu peux pas parler comme ça pour dire Houphouët est comme ça. Il dit, toi, tu es qui? Tu vas parler d'Houphouët comme ça. Quand tu vas parler comme ça, là, ils vont aller te chercher. Tu vas comprendre qu'on n'insulte pas Houphouët-Boigny. Il dit, papa, il dit, c'est moi qui te dis ça. Il dit, mais vieux, il faut me dire tout. Il dit, c'était le fétiche. Merci la guerrière. Il dit, mon père me dit, il y a des gens qui passaient pour prendre les impôts. De quelle carte? Mettez en commentaire et voilà la guerrière. Vous n'avez pas vécu des choses. Mais c'est ce qu'on est en train de vivre avec. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Sous Alassane. Mettez en commentaire et voir. Il y a une carte là. On dit, mon papa disait que quand le mois est fini, ben les mois, il y a combien de mois là? On dit, on passe. Le chef du village là, il reçoit les cartes. Et puis il appelle les chefs quartiers. Il dit, ah, c'est le moment d'Assazim, ça c'est le moment. Il dit, ça c'est le moment. Il dit, on paye les cartes. Et puis vous passez, on va chez le chef du village. Mon papa dit, on a envoyé les cartes de PDCI RDA. C'était des petites cartes comme ça. Les cartes comme ça. Puis, il y a l'éléphant PDCI. C'était les petites cartes comme ça. Mon papa m'a dit, hein, et ces cartes-là, quand j'ai commencé à avoir mes 10 ans, je sais que vous ne vivez plus, mais mon papa m'a montré les cartes là. Les cartes étaient comme ça, PDCI RDA. Il y avait l'éléphant là-dessus, et puis on mettait le drapeau de Côte d'Ivoire comme ça, orange, blanc, vert. Et puis c'était écrit PDCI RD avec et le truc, le symbole de l'éléphant comme ça en haut. Les cartes là, je ne sais pas qui les a maintenant, mais il faut que j'appelle au village un jour pour qu'on cherche dans les archives de mon papa ces cartes là, puis je vais vous les montrer un jour. Ils m'ont envoyé une photo, il va me renseigner. Les cartes là existent. Et c'était obligatoire. Mon papa dit, il payait les cartes là. Il dit, mais papa, quand au CM2 j'ai appris un coup, on dit, l'impôt de capitation, bien que l'impôt, on dit le commandant de cercle là, à l'époque de l'esclavage, là, mon papa dit, les vieux là nous donnaient des cours d'histoire sans qu'on ne soit pas professeur. Il dit, mon papa me disait que les commandants de cercle là, ou les commandants de division, ils venaient par exemple, ils vont partir à Zouenila. Quand ils arrivent à Zouenila, il y a les cantons là-bas, les villages, 5 villages, 6 villages là. On donne aux responsables des collecteurs des impôts là. Et puis il arrive là-bas, tous ceux qui étaient majeurs, il dit, mon papa dit, il faisait comme ça. Si tu t'arrêtes et puis ton doigt, il touche ici, on dit, il faut que tes parents payent impôt pour toi. L'impôt de capitation, bien comme ça, on dit,
Mon papa dit c'était l'oreille. Quand l'oreille là, tu touches, on dit celui-là, il doit payer un pot. Vert blanc, merci mon gars. Et les gens, il dit, mon papa dit, c'est comme ça les clavardeurs. Il dit, mon papa dit, quand ils arrivent dans l'autre, non, les vieux là étaient forts. Hein. Excusez-moi, je vous explique cette histoire. Mon papa dit, quand le collecteur vient, il y a un gars qui est toujours guerrier au village. On dit les vrais guerriers à l'époque. Hein. Il dit, s'ils arrivent au premier village, on finit de lui montrer tout ce qu'ils ont payé comme impôt, là, tout ce qu'ils ont donné. On lui montre, on dit, quand vous allez venir, vous allez prendre pour partie. Au moment où il est en train de faire ça, avant que le monsieur ne quitte le village, il y a un guerrier qui prend les mêmes impôts qu'ils ont payés là. Et puis il va dans le deuxième village. Il montre la même chose. Finalement, les autres villages se complètent. Et puis ils ne dénoncent pas. Et puis ils viennent donner aux Blancs. Et puis il s'en va. Il dit, mon papa dit, c'est ce qui s'est passé au PDCI. Il dit, quand tu n'as pas payé ta carte là, tu quittes Sanzadra pour aller peut-être à Divo, Lakota pour aller au marché. Tu es obligé d'aller taper sur ton frère. Coco, coco. Zadi, coco, coco. Et puis Zadi ouvre. Tu dis, je suis venu prendre la carte de PDCI là pour toi. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, non, je m'avais demain à Gagnoua. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais c'était un laissez-passer. Est-ce que vous connaissez cette histoire-là? Mon père m'a dit, c'était un laissez-passer. Il dit, quand les gendarmes là, avant là, c'était les policiers tableau noir. Mon papa dit, il y avait des policiers qui étaient des tableaux noirs. Ils ont niveau CM2, 5e, et puis ils étaient les plus, on dit avant même les officiers de police, même, c'était les gens qui avaient niveau 3e, 4e. Et donc les élèves, les gens qui ont fait CM2 là, ils étaient des policiers. Voilà, tu n'as pas ta carte, on te frappe. Donc mon papa m'a dit, il avait toujours ces cartes là. Quand ils arrivent au contrôle de police, gendarmes, et puis quand ils vont, ah, moi j'ai payé ma carte. Il dit, on leur demandait même plus pièce d'identité. Il dit, c'est l'une des causes qui explique que beaucoup d'Ivoiriens n'aiment même pas faire partie. Donc, bon nombre parmi eux étaient négligents de faire les extraits des enfants, de faire des papiers, tout. C'était vraiment l'un des papiers qu'ils avaient le plus, eux tous. Mon père, c'était la pièce d'identité même. Merci, mon boumement. Et c'est ça. C'est ce que le RDA est en train d'envoyer en Côte d'Ivoire. Désormais, ce que je suis en train de vous dire est vrai. Nos parents nous appellent. Tu es avec, il y a des gens, on dit, ils sont dans la voiture, même souvent, on dit, on ne le contrôle même plus maintenant. Il y a des gens même qui préfèrent mettre même la carte de RDA là, même sur le tableau de bord. Où ils ont les cartes de RDA là, ils ont ça comme document. Ah, quand on contrôle, il y a 4 les et puis on dit passer. Ça va devenir comme ça la Côte d'Ivoire. Réveillez-vous. Voilà mon choix, pourquoi je suis Laurent Gbagbo. Sinon, il n'y a rien d'autre. C'est ce qui différencie Laurent Gbagbo de M. Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est en train de nous envoyer petit à petit vers le parti unique. Et comme nous, on voulait confirmer les dires ou pour que nos idées, ce qu'on développe, puissent être avérées, on a voulu que, comment on appelle, on a voulu que nos frères d'hier, le PDCI, que j'aime bien, parce que il n'y a aucun Ivoirien qui, à l'âge de, un Ivoirien qui a 50 ans, 55 ans, ne peut pas dire qu'il n'a jamais été PDCI, il n'y en a pas. Il y a même quiconque au défi. Tout ce que vous voyez là, les Laurent Gbagbo et consorts là, dans le parti unique là, tout le monde était PDCI. Demandez à Gbagbo, il n'y a pas de débat. La guerre, à un moment, il faut confirmer. Tout Ivoirien qui a aujourd'hui 65 ans, 63 ans, ne peut pas me dire qu'il n'a jamais été PDCI en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Je mets au défi. Ivoiriens, même ceux de la CEDEAO là, qui se considèrent Ivoiriens aujourd'hui, là, autant de PDCI, ils votaient. Il n'y a pas un Ivoirien qui a 63 ans, 64 ans, qui va dire qu'il n'est pas PDCI dans son sang. Il ne peut pas, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Tout le monde était PDCI. Tout le monde était PDCI en Côte d'Ivoire. Tout le monde est PDCI. Donc c'est un parti que nous on aime. On a voulu qu'ils s'abstiennent pour qu'Alassane Dramane Ouattara arrive à l'Assemblée nationale, qu'on se retrouve dans l'esprit primaire du PDCI
qu'il soit parce que le PDCI était seul à l'Assemblée nationale. Hein. Qu'est-ce qu'il disait là-bas? Qu'est-ce qu'il votait? Est-ce qu'il pouvait aller contre Oufou Boigny? Ils y étaient seuls. Tous les députés de l'époque, là, les Guégué Madi qui vivent encore, Guégué Madi vit, allez lui demander, allez demander à Dikaoué, ils étaient seuls à l'Assemblée nationale. Tout le monde était PDCI. Tout le monde. Donc, on a voulu qu'ils arrivent là pour voir qu'est-ce qu'ils allaient partir dire entre eux. Tout le monde était PDCI. Moi, j'ai voulu qu'ils partent à l'Assemblée nationale pour dire, pour parler au nom de qui. Sur ce, je vous dis bonne soirée chez vous. J'atteins le temps que je pouvais rester avec vous. Demain, on fera notre dernier live. Voilà. Demain, on fera le dernier live. Et puis, on verra si on a rempli notre temps de participation pour la semaine. Toi, la femme gourou, là, grâce à Babou, on a connu le participation. Toi, la femme gourou, il faut m'écrire ce soir là. Hein. Si tu ne m'écris pas là, tu vas comprendre. Tu vois mon bras là, quand maintenant elle te tape là, tu vas comprendre. Allez, on a demain. Portez-vous bien, maman. Ciao.